Le docteur Christine Fesselmeyer qui va parler du patient à haut risque avec une dysfonction droite. À toi, Christine. Alors, le ventricule droit, pour commencer, a ses particularités dont il faut se rappeler par rapport au ventricule gauche. C'est un ventricule qui est beaucoup plus tolérant à la congestion. Il va se dilater facilement. Il est beaucoup plus sensible au remplissage, avec une courbe de fonction plate, et surtout, il va être beaucoup plus sensible aux variations de la post-charge. Et enfin, il est perfusé aux deux temps du cycle cardiaque, tout le long du cycle cardiaque, donc en systolo-diastolique. Donc, la dysfonction peut être la conséquence d'une augmentation de la précharge dans les contextes de pathologie valvulaire droite. Elle peut être due, elle peut être due à une augmentation, une baisse de l'inotropisme dans un contexte d'infarctus. Mais la plupart du temps, elle est due à une augmentation de la post-charge. Excusez-moi, c'est compliqué. De la post-charge, et cette augmentation de post-charge, c'est une hypertension pulmonaire. Et donc, vous avez ici les étiologies de l'hypertension artérielle pulmonaire, avec le groupe 1 des pathologies idiopathiques irritables, toxiques ou associées à des connectivites ou maladies véno-occlusives. On a le groupe 2, qui est le groupe le plus important des pathologies cardiaques gauches. Le groupe 3, avec les maladies pulmonaires et les maladies notamment hypoxémiques. Et le groupe 4, avec les maladies thromboemboliques. Et pour finir, le groupe 5, qui regroupe des HTAP d'étiologie indéterminée ou de mécanismes multifactoriels. Donc, l'hypertension artérielle pulmonaire a également une classification hémodynamique. La mesure par cathétérisme droit de la pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 20 mm de mercure la définit. Mais les mesures des pressions capillaires inférieures à 15 mm de mercure et des résistances vasculaires pulmonaires supérieures à 2 vont nous orienter vers une origine précapillaire de cette hypertension qui correspond à une maladie des vaisseaux pulmonaires et qui n'a rien à voir avec l'hypertension post-capillaire, où on aura une pression capillaire supérieure à 15 avec des résistances basses et qui correspond en fait à une hyperpression veineuse d'origine cardiaque gauche, donc avec le groupe 2. Au cours de la maladie, le ventricule droit va s'hypertrophier, il va se dilater, puis s'ischémier petit à petit, il va perdre son autorégulation avec l'artère pulmonaire et son couplage avec le ventricule gauche, et il va devenir insuffisant. Donc cette hypertension pulmonaire va augmenter les pressions systoliques et télédiastoliques du ventricule droit, qui vont augmenter la demande en oxygène et produire de l'ischémie myocardique. Et cette augmentation de pression dans le ventricule va également entraîner une dilatation et un déplacement septal qui va retentir sur le ventricule gauche, dont le remplissage va être altéré, ce qui va entraîner une baisse du débit cardiaque, une baisse de la pression aortique et enfin, du coup, un retentissement sur le flux sanguin coronaire et donc aussi occasionner une ischémie myocardique. Lors d'une anesthésie générale, il va se produire à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire. On va avoir une vasodilatation systémique et un effet inotrope négatif avec toutes les drogues anesthésiques, quasiment, avec les gaz qui sont inotropes négatifs et dose dépendants.
On va avoir une baisse du retour veineux avec la ventilation mécanique et les PEP élevés. Et on va avoir une augmentation de la post-charge avec des stimuli sympathiques avec l'hypothermie, la douleur, une vasoconstriction pulmonaire avec l'hypoxémie, l'hypercapnie et l'acidose. On peut avoir des embolies péropératoires, notamment lors d'alésage des os longs en orthopédie ou le cimentage de prothèses. Les positions de Trendelenburg et le DV vont également augmenter la post-charge, ainsi que des manipulations chirurgicales, et notamment la cœlioscopie. Donc en préopératoire, ces patients vont faire l'objet d'un staff multidisciplinaire, de préférence dans un centre expert, de manière à optimiser le traitement vasodilatateur de l'hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1, qui ne doit jamais être interrompu, et optimiser le traitement étiologique des HTAP des autres groupes, avec pour objectif une NYHA inférieure à 2, un test de marche de 6 minutes supérieur à 400 mètres, une POD inférieure à 8 et on vise une PAPM inférieure à 35 mm de mercure. On va évidemment recueillir le consentement éclairé de ces patients qui pourra parfois nécessiter une deuxième consultation d'anesthésie pour bien tout expliquer et répondre aux questions. Et donc, on va faire une évaluation du risque de l'hypertension artérielle pulmonaire du patient et du geste opératoire. Donc, des recommandations des sociétés européennes de cardiologie et de pneumologie ont été rédigées en 2022. Ils ont divisé les patients en 3 groupes de pronostic de mortalité à 1 an, avec risque faible inférieur à 5% et élevé supérieur à 20%, en fonction de critères cliniques, biologiques, échographiques et hémodynamiques. Et donc là, vous voyez qu'un patient qui présente des signes droits cliniques, qui a une progression des symptômes rapide, qui présente des syncopes, qui a un test de marche inférieur à 165 mètres et un BNP très élevé, est plus à risque de mortalité, au-delà de 20%. Aussi, on a des critères échographiques avec la surface de l'OD supérieure à 26, le calcul du TAPS et la présence d'un épanchement péricardique sont péjoratifs. Et le cathé droit qui objective une POD élevée avec un index cardiaque inférieur à 2 et un volume d'éjection systolique bas seront évidemment aussi beaucoup plus à risque. Alors, le risque du geste pour l'HTAP comprend donc le risque chirurgical modéré à élevé, mais il y a aussi, on a identifié la durée de l'anesthésie supérieure à 3 heures, l'utilisation de catécholamine en péropératoire et la pratique de ces interventions dans un contexte d'urgence sont des critères de gravité et de mortalité. Alors, il y a certaines conséquences chirurgicales qui peuvent être discutées en amont avec les opérateurs, notamment pour la cœlioscopie. On sait que la cœlioscopie diminue la durée de chirurgie et entraîne une douleur moins intense qu'une laparotomie, mais la cœlio va augmenter considérablement la post-charge du VD. Elle ne va pas être pour autant contre-indiquée, mais si elle est pratiquée, si on choisit de ce mode, on fera une insufflation très très lente et on pourra discuter de la faire sans CO2.
Pour les gestes d'orthopédie, on a des risques hémorragiques et emboliques majeurs, notamment lors de l'alésage du fémur et de cimentage des prothèses. On adaptera la ventilation, comme on fait couramment pour tout malade, en 100% d'FiO2 et sans PEP. Mais on pourra également discuter en amont de la mise en place d'une prothèse sans ciment. Donc en préopératoire, les fondamentaux, ce sera des patients qui devront bénéficier d'une prise en charge par un médecin anesthésiste dédié, donc qui n'a pas deux salles à gérer. On va toujours privilégier l'ALR avec l'ALR périphérique, l'ALR en rachis continu titré ou péridurale ou périrachis combiné. Donc, ça n'a jamais été démontré par des études, mais sous AG, il y a beaucoup plus de complications. On utilisera des filtres avec humidificateur. On fera une purge parfaite des perfusions et on utilisera systématiquement un réchauffement mécanique et liquide. Bien évidemment, on va effectuer un monitorage hémodynamique qui va être adapté à la gravité de l'hypertension artérielle pulmonaire et à l'importance du geste. Donc, pour un geste mineur type hystéroscopie, coloscopie, endoscopie, on va faire une sédation avec un capnomas, plus ou moins de loftiflow si besoin. On va monitorer de manière non invasive le débit cardiaque avec un appareil type ClearSight et toujours monitorer le BIS. Et en cas de chirurgie sévère majeure, sur une chirurgie majeure d'une HTAP sévère, on va monitorer de manière invasive le débit cardiaque, on mettra une artère évidemment, on va monitorer la PVC et utiliser l'ETO, plus ou moins la Swan-Ganz selon les centres, et on discutera en préventif la pose de cathéter d'ECMO chez ces patients si une transplantation est envisageable derrière. Alors, il est acté que la PVC n'est pas un critère un bon critère de précharge dépendance. Par contre, une PVC élevée est un reflet de la pression dans l'oreillette droite. Et donc, c'est un signe de congestion. Et donc, en cas d'élévation, la PVC va nous orienter plutôt vers une défaillance cardiaque droite qui va nécessiter des vasopresseurs et des inotropes. Donc, à Bicêtre, on a rédigé des protocoles d'anesthésie adaptés donc à la sévérité de l'hypertension et du geste chirurgical. Donc, on pratique, pour des gestes mineurs, on pratique beaucoup d'endoscopie que l'on réalise sous évoque rémifentanil associé à un casque de réalité virtuelle. Et ça marche très bien. Et en cas de gestes plus lourds, on va toujours privilégier l'ALR périphérique, l'ALR centrale si besoin, avec toujours rachis continu ou péridurale ou périrachis. Et si on a absolument besoin d'une anesthésie générale, on utilisera le mode EVOC monitoré par le BIS et on y associera autant que possible une ALR analgésique. Donc, vous avez ici, je vous ai mis une photo d'un patient qui se fait opérer d'un abcès cérébral sous neuronavigation avec du rémifentanil, des blocs du scalp, un casque de réalité virtuelle et de l'optiflow. Alors, le traitement de choix, la drogue pour le ventricule droit, c'est la noradrénaline pour son effet vasoconstricteur.
vasoconstricteurs et inotropes. On peut avoir recours aux inotropes comme la dobutamine. On sait qu'elle peut entraîner tachycardie et vasodilatation, mais on va toujours l'associer à la noradrénaline et on va l'utiliser à petite dose titrée. Alors, il y a d'autres inotropes, notamment le milrinone chorotrope qu'on peut utiliser, mais qui n'a pas de bénéfice par rapport à la dobutamine. Il existe aussi le lévosimendan, qui est inotrope positif et qui améliore le couplage du ventriculo. Ouais, il bouge tout seul, hein, ventriculo-artériel, mais son délai d'action est plus long, donc il a moins sa place au bloc opératoire. On peut également utiliser du NO inhalé qui a un délai d'action, lui, très court, par contre, qui peut avoir un effet rebond. Et enfin, on a l'assistance circulatoire par ECMO en cas de défaillance terminale. Alors, en post-opératoire, comme pour tous les patients, on va être très, très vigilant à maintenir une normoxie, une normocapnie. On va exercer une analgésie optimale chez un patient réchauffé, chez qui on va maintenir le volémie. Ça ne va pas être forcément facile. On le surveillera 24 heures minimum en unité de soins continue, sachant que les complications majeures surviennent dans les 72 premières heures, et on poursuivra les traitements spécifiques. Donc, les messages pour la dysfonction droite, c'est que la physiopathologie est différente pour le VD par rapport au VG. Bien penser que sa perfusion elle est systolo-diastolique et qu'il est très sensible à la post-charge. Bien différencier l'hypertension précapillaire, qui est une maladie des vaisseaux artériels, de l'hypertension pulmonaire post-capillaire, qui est une hyperpression veineuse d'origine cardiaque gauche et dont la prise en charge ne va pas du tout être la même, puisque en cas de défaillance gauche et surcharge, la ventilation mécanique sera un remède, alors qu'en précapillaire, c'est très dangereux. Pour l'HTAP précapillaire, donc bien prendre en charge, donc c'est une prise en charge multidisciplinaire avec un transfert en centre expert dans la mesure du possible. Il va toujours falloir anticiper cette prise en charge, prévoir un monitoring adapté aux gestes. On privilégiera toujours l'ALR, on évitera la ventilation mécanique et surtout on va tout titrer. Toutes les drogues, le remplissage, tout doit se faire en titration et lentement. On limitera tout facteur augmentant la post-charge et surtout, on fera un traitement agressif de l'hypotension pour maintenir la perfusion coronaire et on surveillera ces patients en unité de soins continus.